Il y a 5 ans, Aïcha avait enterré son mari Malik après une crise cardiaque soudaine qui avait bouleversé toute sa vie. Elle avait 42 ans quand elle était devenue veuve, se retrouvant seule avec leurs 2 enfants adolescents dans leur maison de Villejuif. Malik était parti si brutalement qu'elle n'avait même pas eu le temps de lui dire au revoir. Mais la semaine dernière, son téléphone avait sonné à 1 heure du matin, et quand elle avait décroché, tremblante et confuse dans l'obscurité de sa chambre, elle avait entendu la voix de son mari lui murmurer ces mots qui l'avaient glacée jusqu'aux os. « Je sais qui m'a ôté la vie ». Cette phrase résonnait encore dans sa tête comme un cauchemar éveillé, remettant en question tout ce qu'elle croyait savoir sur la mort de l'homme qu'elle avait aimé pendant 20 ans. Aïcha Ben Ali était une femme forte qui avait toujours fait face aux épreuves avec dignité. Originaire d'Alger, elle était arrivée en France à l'âge de 15 ans avec ses parents et avait construit sa vie pièce par pièce. Après des études d'infirmière, elle avait rencontré Malik dans le service de cardiologie où elle travaillait à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Leur histoire d'amour avait été simple et profonde, nourrie par des valeurs communes et une complicité qui ne s'était jamais démentie. Malik dirigeait une petite entreprise de transport qui marchait bien. Ils avaient pu acheter leur maison et donner une belle éducation à leurs enfants, Yasmine et Omar, aujourd'hui âgés de 19 et 17 ans. Le 15 novembre 2019, Malik était rentré du travail en se plaignant de douleurs dans la poitrine. Aïcha, avec son expérience médicale, avait immédiatement voulu l'emmener aux urgences, mais il avait insisté pour dire que ce n'était rien. Juste du stress lié aux difficultés financières que traversait son entreprise. Cette nuit-là, vers 3 heures du matin, ils s'étaient effondrés dans leur lit. Malgré tous ses efforts, malgré le massage cardiaque qu'elle avait pratiqué en attendant les secours, malgré l'intervention rapide des urgentistes, Malik était parti. L'autopsie avait conclu à un infarctus du myocarde foudroyant. À 45 ans, son mari était mort, et Aïcha s'était retrouvée face à un vide immense qu'elle tentait de combler depuis 5 ans en se consacrant entièrement à ses enfants et à son travail. Mais cette nuit-là, quand son téléphone avait vibré à 1 heure aussi tardive, Aïcha avait d'abord pensé à une urgence concernant l'un de ses enfants. En décrochant, elle s'attendait à entendre la voix d'Omar ou de Yasmine, peut-être celle d'un ami qui aurait eu un problème. Jamais elle n'aurait imaginé entendre cette voix qu'elle connaissait par cœur, cette voix qu'elle entendait parfois dans ses rêves les plus doux comme dans ses cauchemars les plus terrifiants. « Aïcha, c'est moi », avait dit Malik avec cette intonation particulière qu'il avait quand quelque chose le préoccupait profondément. Elle avait lâché le téléphone, persuadée qu'elle était en train de faire un cauchemar particulièrement cruel, mais la sonnerie avait repris quelques secondes plus tard. Si cette histoire vous intrigue déjà, abonnez-vous à la chaîne parce que ce qui va suivre va vous bouleverser. Cette fois, elle avait gardé l'appareil en main, le cœur battant si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser dans sa poitrine. « Je sais que tu penses que je suis mort », avait continué la voix de Malik, avec une précision troublante dans chaque mot, chaque intonation qui lui était familière. « Mais je ne suis pas en paix, Aïcha. Je ne peux pas partir tant que tu ne sauras pas la vérité. Je sais qui m'a ôté la vie. Et cette personne continue à faire du mal autour d'elle. Elle était là le soir de ma mort, elle m'a donné quelque chose qui a provoqué ma crise cardiaque. Tu dois découvrir la vérité. » Aïcha s'était levée d'un bond, allumant toutes les lumières de sa chambre, vérifiant les portes, regardant par les fenêtres, comme si elle cherchait une explication rationnelle à ce qui lui arrivait. Elle connaissait tous les tours que peut jouer un cerveau endeuillé. Elle avait vu assez de patients à l'hôpital pour savoir que le chagrin peut provoquer des hallucinations auditives. Mais jamais rien d'aussi précis, d'aussi détaillé, d'aussi réel. La voix avait continué pendant près de 10 minutes, donnant des détails sur la soirée de sa mort, mentionnant des personnes présentes ce jour-là qu'Aïcha avait presque oubliées, évoquant des conversations qu'elle-même n'avait pas entendues. Le lendemain matin, épuisée et troublée, Aïcha avait tenté de rationaliser ce qui s'était passé. Elle avait appelé sa sœur Fatima, la seule personne en qui elle avait une confiance absolue, et lui avait raconté cet épisode étrange. Fatima, pragmatique comme toujours, avait suggéré que le stress de ces derniers mois avait peut-être rattrapé sa sœur.
Aïcha traversait une période difficile. Omar avait des problèmes au lycée. Yasmine était en première année de médecine et les frais d'inscription pesaient lourd sur le budget familial. Et elle-même venait d'apprendre que l'hôpital allait supprimer plusieurs postes dans son service. Pourtant, quelque chose dans cette voix, dans la précision de ses accusations, dans la douleur qu'elle avait perçue, empêchait Aïcha de classer cet épisode dans la catégorie des hallucinations liées au stress. Malik avait mentionné le nom de Nadia, la sœur de son meilleur ami Karim, qui était effectivement venue leur rendre visite ce fameux 15 novembre 2019. Nadia était pharmacienne et avait apporté des médicaments contre le stress que Malik traversait à cause des difficultés financières de son entreprise. Elle se souvenait maintenant que Nadia avait insisté pour que Malik prenne immédiatement ses cachets, affirmant qu'il l'aiderait à mieux dormir et à affronter ses problèmes avec plus de sérénité. Cette révélation avait fait remonter à la surface des souvenirs qu'Aïcha avait enfouis dans sa mémoire. Ce soir-là, Nadia s'était comportée de manière étrange. Elle était restée très tard, bien après le départ de Karim, prétextant vouloir discuter avec Malik de solutions pour redresser son entreprise. Aïcha était montée se coucher vers 11h, laissant Nadia et Malik dans le salon. Quand son mari était enfin monté, vers minuit et demi, il semblait agité, parlant de façon décousue de projets qui ne lui ressemblaient pas, d'investissements risqués qu'il envisageait soudainement. Aïcha avait attribué cette agitation au stress et aux médicaments que Nadia lui avait donnés pour l'aider à se calmer. Maintenant, en repensant à cette soirée, avec le recul de 5 années et les accusations troublantes de cette voix qui ressemblait tant à celle de Malik, Aïcha commençait à entrevoir une autre version des événements. Nadia avait toujours eu une attitude ambiguë envers Malik. Officiellement, elle était amicale et serviable, mais Aïcha avait parfois surpris des regards étranges, des sourires qui ne semblaient pas totalement sincères. Karim lui avait confié une fois que sa sœur avait eu des difficultés financières importantes et qu'elle lui avait demandé de l'aide à plusieurs reprises. Les jours qui suivirent cet appel mystérieux furent un enfer pour Aïcha. Elle ne parvenait plus à dormir, ressassant chaque détail de cette voix qui l'avait bouleversée. Elle avait beau se répéter qu'il s'agissait d'une hallucination provoquée par le stress et la fatigue, quelque chose au plus profond d'elle-même lui soufflait que cette communication étrange contenait une part de vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Le mercredi suivant, pendant sa pause déjeuner à l'hôpital, elle avait pris une décision qui allait changer le cours de sa vie. Elle allait enquêter sur les circonstances exactes de la mort de Malik. Sa première démarche avait été de retourner voir le médecin légiste qui avait pratiqué l'autopsie de son mari 5 ans plus tôt. Le docteur Lemaire était un homme méticuleux, qu'elle connaissait professionnellement et qui avait toujours fait preuve de bienveillance envers elle. Quand elle lui avait expliqué qu'elle souhaitait revoir le dossier médical de Malik, il avait d'abord semblé surpris, puis s'était montré compréhensif face à ce qu'il interprétait comme un besoin de faire son deuil plus complètement. En reprenant le dossier, le docteur Lemaire lui avait confirmé ce qu'elle savait déjà. Malik était mort d'un infarctus du myocarde massif, probablement lié à un stress important et à des prédispositions génétiques qu'ils ignoraient. Cependant, quand Aïcha avait mentionné les médicaments que Nadia avait apportés ce soir-là, le médecin avait froncé les sourcils. Il lui avait expliqué que certains médicaments contre l'anxiété, s'ils étaient mal dosés ou associés à d'autres substances, pouvaient effectivement provoquer des troubles du rythme cardiaque chez des personnes fragiles. Il avait noté dans son rapport la présence de traces médicamenteuses dans le sang de Malik, mais à l'époque, face à une crise cardiaque si évidente et sans raison de suspecter quoi que ce soit de suspect, il n'avait pas jugé nécessaire de pousser plus loin les analyses toxicologiques. Cette information avait électrisé Aïcha. Pour la première fois depuis 5 ans, elle tenait peut-être une piste concrète qui pourrait expliquer la mort soudaine et inexplicable de son mari. Elle avait demandé au docteur Lemaire s'il était possible de reprendre les analyses, mais il lui avait expliqué qu'après tant d'années, les échantillons biologiques avaient été détruits. Seuls restèrent les rapports et les conclusions générales de l'autopsie. Néanmoins, il s'était engagé à reprendre le dossier avec un œil nouveau et à contacter ses collègues pour voir si une réouverture d'enquête était envisageable. De retour chez elle ce soir-là, Aïcha avait commencé à fouiller dans les affaires de Malik, qu'elle avait soigneusement conservées dans des cartons au grenier. Elle cherchait des traces de cette fameuse soirée,
des documents qui pourraient l'éclairer sur l'état d'esprit de son mari dans ces derniers jours. C'est en vidant son agenda professionnel qu'elle était tombée sur une série d'annotations qui l'avaient troublée. Malik avait noté plusieurs rendez-vous avec Nadia dans les semaines précédant sa mort, des rendez-vous dont il ne lui avait jamais parlé. Plus étrange encore, il avait griffonné des sommes d'argent importantes à côté du nom de Nadia, comme s'il envisageait de lui prêter des fonds considérables. Cette découverte avait amené Aïcha à se replonger dans les circonstances financières entourant la mort de Malik. Elle se souvenait que son entreprise traversait des difficultés, mais elle n'avait jamais eu accès aux détails précis de sa situation. Malik avait toujours géré seul les finances professionnelles, préférant protéger sa famille des soucis liés au travail. En reprenant contact avec le comptable de l'entreprise, M. Dubois, Aïcha avait découvert une réalité qui l'avait sidérée. Contrairement à ce qu'elle croyait, l'entreprise de Malik était en excellente santé financière au moment de sa mort. Non seulement elle ne traversait aucune crise, mais elle venait de décrocher un contrat important avec la région Île-de-France qui garantissait son développement pour les années suivantes. Cette révélation avait fait s'effondrer l'une des certitudes d'Aïcha. Si Malik n'était pas stressé par des problèmes financiers, pourquoi Nadia lui avait-elle donné des médicaments contre l'anxiété? Pourquoi avait-il parlé de difficultés qui n'existaient pas? Et surtout, pourquoi avait-il envisagé de prêter de l'argent à Nadia alors que sa propre entreprise n'en avait pas besoin? M. Dubois lui avait confié que dans les jours précédant sa mort, Malik lui avait effectivement parlé d'un investissement important qu'il comptait faire pour aider quelqu'un de proche, mais qu'il était resté très évasif sur les détails. Aïcha avait alors décidé de mener sa propre enquête sur Nadia. Elle avait commencé par se renseigner discrètement auprès de Karim, le frère de Nadia et meilleur ami de Malik. Lors d'un déjeuner qu'elle avait organisé sous prétexte de parler du souvenir de Malik, Karim lui avait révélé des informations troublantes sur sa sœur. Nadia avait effectivement traversé une crise financière majeure à l'époque de la mort de Malik. Sa pharmacie était au bord de la faillite à cause de malversations qu'elle avait commises avec les comptes de son officine. Elle avait détourné de l'argent destiné aux fournisseurs et se trouvait dans une situation désespérée. Plus troublant encore, Karim lui avait confié que Nadia avait mystérieusement résolu tous ses problèmes financiers quelques semaines après la mort de Malik. Elle avait prétendu avoir reçu un héritage inattendu d'une tante éloignée, mais Karim n'avait jamais cru à cette version. Il avait toujours soupçonné sa sœur d'avoir trouvé une autre solution, mais n'avait jamais osé creuser le sujet. Nadia était devenue très secrète après la mort de Malik, évitant les réunions familiales et gardant ses distances avec tous ceux qui avaient connu son mari. Cette conversation avec Karim avait convaincu Aïcha qu'elle était sur la bonne piste. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler de manière terrifiante. Nadia en difficulté financière, ses rendez-vous secrets avec Malik, les médicaments donnés le soir de sa mort, et sa résolution miraculeuse de problèmes financiers juste après le décès. Aïcha commençait à entrevoir un scénario glaçant, où Nadia aurait manipulé Malik pour obtenir de l'argent et aurait pu aller jusqu'à provoquer sa mort pour effacer les traces de ses demandes ou pour toucher des sommes plus importantes. Avez-vous déjà vécu une situation où la vérité s'avérait bien plus sombre que vous ne l'imaginiez? Partagez en commentaire. Le soir même, Aïcha avait reçu un second appel à la même heure que la semaine précédente. Cette fois, elle était préparée et avait gardé son calme en décrochant. La voix de Malik était revenue, plus claire encore que la première fois, comme si la distance qui les séparait s'amenuisait. « Tu commences à comprendre, Aïcha. Nadia m'a empoisonnée ce soir-là. Elle m'a fait prendre des médicaments qui ont provoqué ma crise cardiaque. Elle avait besoin d'argent. Beaucoup d'argent, et elle savait que ma mort lui donnerait accès à des fonds qu'elle n'aurait jamais pu obtenir autrement. Cherche dans ses comptes bancaires, cherche les assurances, cherche tout ce qui a changé après ma mort. La vérité est là, Aïcha. Il faut que justice soit faite. » Les révélations de ce second appel avaient plongé Aïcha dans un état de détermination froide qu'elle ne se connaissait pas. Si Malik disait vrai, si Nadia avait réellement provoqué sa mort, alors elle ne pouvait pas laisser cette femme s'en tirer impunément.
Mais Aïcha savait aussi qu'elle ne pouvait se contenter de ces voix mystérieuses pour accuser quelqu'un de meurtre. Elle devait rassembler des preuves concrètes, irréfutables, qui pourraient convaincre la police et la justice. Sa formation d'infirmière lui avait appris la rigueur scientifique. Et c'est avec cette même méthodologie qu'elle allait mener son enquête. Sa première démarche avait été de consulter un détective privé recommandé par l'un de ses collègues médecins. Maître Laurent Roussel était un ancien policier reconverti qui avait la réputation de traiter les affaires délicates avec discrétion et efficacité. Quand Aïcha lui avait exposé sa situation, omettant volontairement de mentionner les appels mystérieux pour se concentrer sur les faits concrets qu'elle avait découverts, le détective avait immédiatement compris la gravité de l'affaire. Les coïncidences entre les difficultés financières de Nadia, sa présence le soir de la mort de Malik, et sa résolution miraculeuse de problèmes quelques semaines plus tard, formaient un faisceau de présomptions qu'il jugeait suffisant pour justifier une enquête approfondie. Laurent Roussel avait commencé par éplucher les comptes bancaires et les transactions financières de Nadia dans les mois entourant la mort de Malik. Ce qu'il avait découvert avait dépassé les soupçons les plus sombres d'Aïcha. Non seulement Nadia avait effectivement reçu des sommes importantes peu après la mort de Malik, mais ces fonds provenaient d'une police d'assurance vie dont Malik était le souscripteur et dont Nadia était mystérieusement devenue bénéficiaire. Plus troublant encore, cette police avait été modifiée seulement 3 jours avant la mort de Malik, remplaçant Aïcha et les enfants comme bénéficiaires principaux. Cette découverte avait bouleversé Aïcha. Comment Malik avait-il pu prendre une décision aussi drastique sans lui en parler? Comment avait-il pu déshériter sa propre famille au profit de la sœur de son meilleur ami? Mais en creusant plus profondément, Laurent Roussel avait découvert une vérité encore plus choquante. La signature sur les documents de modification de l'assurance vie ne correspondait pas parfaitement à celle de Malik. Un expert en graphologie avait confirmé que plusieurs lettres présentaient des différences subtiles mais significatives avec l'écriture habituelle de Malik. Nadia n'avait pas seulement empoisonné Malik, elle avait aussi falsifié sa signature pour s'approprier son assurance vie. L'ampleur de la préméditation et de la manipulation était terrifiante. Aïcha réalisait que Malik avait été la victime d'une femme d'une cruauté insoupçonnée, qui avait planifié sa mort dans les moindres détails pour résoudre ses problèmes financiers. La somme détournée s'élevait à plus de 300 000 €, une fortune qui avait permis à Nadia non seulement de sauver sa pharmacie, mais aussi d'investir dans l'immobilier et de mener un train de vie bien supérieur à ses revenus officiels. Laurent Roussel avait également découvert que Nadia avait utilisé ses connaissances de pharmacienne pour se procurer des substances qui, mélangées aux médicaments contre l'anxiété qu'elle avait donnés à Malik, pouvaient provoquer un arrêt cardiaque chez une personne prédisposée. Elle avait profité de sa profession et de la confiance que Malik lui accordait en tant que sœur de son meilleur ami pour commettre le crime parfait. Pendant 5 ans, elle avait vécu tranquillement avec l'argent du sang, persuadée que personne ne remonterait jamais jusqu'à elle. Mais Aïcha n'était pas au bout de ses découvertes. En fouillant dans les communications de Nadia grâce aux moyens légaux mis en œuvre par le détective, elle avait appris que Malik n'était peut-être pas sa seule victime. Nadia avait entretenu une correspondance troublante avec un homme âgé de Toulouse, M. Bertrand, qui était décédé dans des circonstances similaires 6 mois après Malik. Cet homme, veuf et sans enfant, avait lui aussi modifié son testament en faveur de Nadia peu avant sa mort, prétendument après avoir développé une relation amoureuse avec elle via Internet. Cette découverte avait glacé Aïcha d'horreur. Nadia n'était pas seulement une femme désespérée qui avait commis un acte terrible dans un moment de panique, c'était une prédatrice calculatrice qui utilisait sa position de pharmacienne et ses charmes pour séduire et éliminer des hommes vulnérables. Malik, fragilisé par les stress qu'elle avait elle-même créés en lui parlant de difficultés financières inexistantes, était devenu une proie parfaite pour ces manipulations. Le dossier constitué par Laurent Roussel était accablant, mais Aïcha savait qu'elle devait encore franchir l'étape la plus difficile, convaincre la police de rouvrir l'enquête et d'arrêter Nadia. Elle avait pris rendez-vous avec le commissaire Moreau, responsable des crimes et délits dans sa circonscription, pour lui présenter l'ensemble des preuves qu'elle avait rassemblées. L'entretien s'était révélé plus difficile que prévu.
Malgré la solidité du dossier, le commissaire restait sceptique face à cette affaire qui remontait à 5 ans et qui reposait en grande partie sur des présomptions et des analyses indirectes. Si cette injustice vous révolte, abonnez-vous pour soutenir ces témoignages. C'est à ce moment-là qu'Aïcha avait pris la décision la plus courageuse de sa vie. Elle allait confronter Nadia directement, porter un micro caché pour tenter de lui faire avouer son crime. Laurent Roussel avait d'abord tenté de l'en dissuader, jugeant cette démarche trop dangereuse, mais Aïcha était déterminée. Elle connaissait Nadia. Elle savait que cette femme était suffisamment arrogante pour ne pas résister à l'envie de savourer sa victoire si elle se sentait en sécurité. Elle avait organisé une rencontre sous prétexte de discuter de l'héritage de Malik et de certains papiers qu'elle aurait retrouvés. Nadia avait accepté immédiatement, sans méfiance, pensant probablement qu'Aïcha voulait simplement faire le ménage dans les affaires de son mari 5 ans après sa mort. Elle s'était donné rendez-vous dans un café de Créteil, un lieu public, mais suffisamment discret pour permettre une conversation intime. Aïcha avait passé la nuit précédente à répéter ce qu'elle allait dire, à préparer les questions qui pourraient amener Nadia à se trahir. La rencontre avait commencé de manière banale, avec les politesses d'usage et des nouvelles des familles respectives. Mais quand Aïcha avait commencé à évoquer les derniers jours de Malik et la soirée fatale où Nadia lui avait apporté des médicaments, elle avait vu le visage de cette femme se transformer. Un sourire froid était apparu sur ses lèvres. Un sourire qui trahissait une satisfaction malsaine qu'elle ne parvenait plus à dissimuler complètement. Nadia avait commencé à faire des allusions de plus en plus explicites, laissant entendre qu'elle avait effectivement aidé Malik à trouver la paix d'une manière qu'Aïcha ne pouvait pas comprendre. Quand Aïcha avait mentionné l'assurance vie et les modifications suspectes qui avaient été apportées au contrat, Nadia avait éclaté de rire. Un rire cruel qui résonnait encore dans les oreilles d'Aïcha des jours plus tard. « Tu crois vraiment que Malik t'aimait autant que tu le pensais ?» avait-elle dit avec une méchanceté qu'Aïcha n'avait jamais soupçonnée chez elle. « Il était prêt à me donner tout ce qu'il possédait. Dommage qu'il soit mort avant d'avoir pu profiter de ma reconnaissance. » Ces paroles, enregistrées par le micro dissimulé, constituaient l'aveu que la police attendait pour agir. L'enregistrement de cette conversation avait changé la donne de manière spectaculaire. Le lendemain même de sa rencontre avec Nadia, Aïcha s'était rendue au commissariat avec Laurent Roussel et l'avocat qu'elle avait engagé, maître Sylvie Dubois, spécialisée dans les affaires criminelles. Cette fois, le commissaire Moreau n'avait plus aucune hésitation. Les aveux partiels de Nadia, combinés à l'ensemble des preuves financières et médicales rassemblées, constituaient un dossier suffisamment solide pour justifier une arrestation immédiate et une enquête judiciaire approfondie. En quelques heures, une opération d'envergure s'était mise en place. Pendant que Nadia était arrêtée à son domicile de Nogent-sur-Marne, les enquêteurs perquisitionnèrent sa pharmacie et saisissaient ses comptes bancaires. Les policiers avaient découvert dans son bureau personnel un véritable arsenal de substances toxiques qu'elle conservait illégalement, ainsi qu'un carnet où elle avait minutieusement documenté les doses et les effets de différents produits sur le système cardiovasculaire. Plus terrifiant encore, ce carnet contenait les noms de plusieurs hommes, dont Malik et M. Bertrand de Toulouse, avec des annotations détaillées sur leurs habitudes de vie et leurs faiblesses potentielles. La garde à vue de Nadia avait duré 48 heures, pendant lesquelles elle avait d'abord tenté de nier en bloc, puis de minimiser ses actes en prétendant qu'elle avait seulement voulu aider Malik à surmonter son stress. Mais face aux preuves accumulées et à l'enregistrement de sa conversation avec Aïcha, elle avait fini par craquer et avouer l'ensemble de son plan. Elle avait reconnu avoir délibérément provoqué la mort de Malik en lui administrant un cocktail de médicaments létaux et avoir falsifié les documents d'assurance pour s'approprier l'argent. Elle avait également avoué la mort de M. Bertrand et révélé l'existence de 2 autres victimes dans d'autres régions de France. Ces révélations avaient provoqué une onde de choc dans l'entourage d'Aïcha et de Malik. Karim, le frère de Nadia et meilleur ami de la victime, avait été anéanti d'apprendre que sa propre sœur était une meurtrière en série qui avait tué son ami le plus cher. Il s'était présenté chez Aïcha en larmes pour lui demander pardon, comme s'il était personnellement responsable des crimes de Nadia. Cette rencontre avait été déchirante,
mais nécessaire pour qu'ils puissent tous les deux commencer à faire leur deuil de la vérité. L'enquête avait également révélé la méthode précise utilisée par Nadia pour tuer Malik. En tant que pharmacienne, elle avait accès à des substances rares qu'elle avait combinées avec des médicaments contre l'anxiété pour créer un poison indétectable qui mimait parfaitement une crise cardiaque naturelle. Elle avait profité de ses connaissances professionnelles pour commettre ce qu'elle pensait être le crime parfait, comptant sur le fait que personne ne soupçonnerait jamais une pharmacienne respectée d'empoisonner quelqu'un avec ses propres médicaments. Mais ce qui avait le plus bouleversé Aïcha, c'était de comprendre à quel point Nadia avait manipulé Malik dans ses dernières semaines de vie. Elle lui avait fait croire que son entreprise était en difficulté, l'avait convaincu qu'il risquait la faillite et avait créé un stress artificiel qui l'avait rendu vulnérable à ses suggestions. Elle lui avait présenté l'assurance vie modifiée comme une garantie temporaire qui protégerait sa famille en cas de problème, sachant très bien qu'elle n'aurait jamais l'occasion de revenir sur cette décision. Le procès de Nadia s'était ouvert 6 mois plus tard, devant la cour d'assises de Créteil. Aïcha avait témoigné avec une dignité et une force qui avaient impressionné l'ensemble de l'assistance. Elle avait raconté sa vie avec Malik, l'homme bon et généreux qu'il était, et la manière dont Nadia avait abusé de sa confiance pour le tuer. Son témoignage avait été particulièrement poignant quand elle avait évoqué les années de questionnement qu'elle avait traversées, se demandant si elle aurait pu faire quelque chose pour sauver son mari et comment la découverte de la vérité avait à la fois libéré et détruit quelque chose en elle. Les experts psychiatres avaient dressé le portrait d'une femme narcissique et manipulatrice, capable de charme et de séduction, mais totalement dépourvue d'empathie. Nadia avait développé au fil des années une véritable addiction à l'argent et au pouvoir, n'hésitant pas à éliminer physiquement les obstacles à ses ambitions. Elle avait utilisé sa profession de pharmacienne comme une couverture parfaite, inspirant confiance par son statut médical tout en ayant accès aux moyens de donner la mort de manière indétectable. L'avocat de Nadia avait tenté de plaider la responsabilité diminuée en évoquant des difficultés psychologiques liées à son enfance, mais les jurés n'avaient pas été convaincus. Les preuves étaient trop accablantes, la préméditation trop évidente et le nombre de victimes trop important pour justifier la moindre clémence. Le réquisitoire du procureur avait été implacable, qualifiant Nadia de prédatrice en blouse blanche qui avait transformé sa pharmacie en laboratoire de la mort. Pendant toute la durée du procès, Aïcha avait reçu un soutien extraordinaire de sa communauté. Ses collègues de l'hôpital, les amis de Malik, les parents d'élèves de ses enfants, tous avaient admiré son courage pour avoir mené cette enquête jusqu'au bout malgré les obstacles. Elle était devenue, malgré elle, un symbole de la détermination face à l'injustice, une femme qui avait refusé d'accepter les mensonges officiels et avait creusé jusqu'à trouver la vérité. Mais au-delà de l'admiration publique, Aïcha traversait une période émotionnelle complexe. D'un côté, elle ressentait un immense soulagement de voir enfin la vérité éclater et la meurtrière de son mari punie. De l'autre, cette vérité avait rouvert toutes les blessures de son deuil et lui avait fait réaliser que Malik était mort en pensant qu'elle ne l'aimait plus, puisque Nadia lui avait fait croire qu'il devait changer son assurance vie pour protéger sa famille de ses propres erreurs. Le verdict était tombé après 3 jours de délibération. Nadia Ben Ali était condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans pour les meurtres de Malik et de 3 autres hommes. Les jurés avaient retenu la qualification d'empoisonnement avec préméditation, d'escroquerie aggravée et de faux en écriture publique. La Cour avait également ordonné le remboursement intégral des sommes détournées à Aïcha et aux familles des autres victimes, ainsi que des dommages et intérêts considérables pour le préjudice moral subi. Quand le président de la cour d'assises avait annoncé cette sentence, Aïcha avait senti ses jambes se dérober sous elle. 5 années de questionnement, de culpabilité et de douleur venaient de trouver leur conclusion. Justice était enfin rendue à Malik et aux autres victimes de cette femme sans scrupules. Dans les travées du tribunal, elle avait vu Yasmine et Omar pleurer de soulagement, eux qui avaient grandi en pensant que leur père était mort d'une maladie qui aurait pu les frapper à leur tour. Maintenant, ils savaient que leur père avait été assassiné, mais ils savaient aussi qu'il avait été vengé.
Le soir même du verdict, pour la première fois depuis des mois, Aïcha avait dormi paisiblement. Elle n'avait reçu aucun appel mystérieux cette nuit-là, ni les suivantes, comme si Malik avait enfin trouvé la paix qu'il cherchait depuis sa mort. Elle ne saurait jamais avec certitude d'où venaient ces voix qui l'avaient guidée vers la vérité. Peut-être était-elle le fruit de son subconscient qui avait capté des détails qu'elle n'avait pas consciemment analysés. Peut-être était-elle vraiment la voix de son mari disparu qui refusait de partir tant que justice n'était pas faite. Dans le fond, l'origine de ces communications importait peu. Ce qui comptait, c'est qu'elle l'avait menée vers la vérité. Les semaines qui avaient suivi le procès avaient été consacrées à la reconstruction. Aïcha avait récupéré l'argent de l'assurance vie de Malik, augmenté des intérêts et des dommages-intérêts. Cette somme considérable lui permettait enfin de respirer financièrement et d'offrir à ses enfants l'avenir que Malik avait voulu leur donner. Yasmine avait pu continuer ses études de médecine sans se soucier des frais de scolarité, et Omar avait retrouvé la motivation pour ses propres études, libéré du poids de culpabilité qu'il portait depuis la mort de son père. Mais au-delà de l'aspect financier, c'est surtout la paix intérieure qui était revenue dans la famille. Pendant 5 ans, ils avaient vécu avec l'idée que Malik était mort à cause du stress qu'il s'infligeait, qu'il aurait peut-être pu être sauvé s'ils avaient été plus attentifs à sa santé mentale. Découvrir qu'il avait été empoisonné par une femme manipulatrice les avait libérés de cette culpabilité injustifiée. Malik était mort en héros, victime de sa générosité et de sa confiance envers quelqu'un qu'il considérait comme de la famille. L'affaire avait également eu des répercussions importantes dans le milieu médical. L'Ordre des pharmaciens avait mis en place des contrôles plus stricts sur les stocks de médicaments dangereux et plusieurs pharmacies avaient revu leurs protocoles de sécurité. L'histoire de Nadia était devenue un cas d'école dans les formations sur l'éthique médicale, rappelant que l'accès aux médicaments représentait un pouvoir énorme qui pouvait être détourné par des personnes mal intentionnées. 6 mois après le procès, Aïcha avait pris une décision qui avait surpris tout son entourage. Elle avait quitté son poste d'infirmière à l'hôpital Henri Mondor pour créer une association d'aide aux familles de victimes d'empoisonnement. Son expérience douloureuse lui avait fait réaliser que de nombreuses morts suspectes étaient classées trop rapidement comme naturelles et que les familles endeuillées n'avaient souvent pas les moyens de mener leurs propres investigations. Son association, baptisée Justice pour Malik, proposait un accompagnement juridique et psychologique aux proches de victimes, ainsi qu'une expertise médicale indépendante pour les cas douteux. Cette reconversion professionnelle avait donné un nouveau sens à la vie d'Aïcha. Elle avait transformé sa douleur en force motrice pour aider d'autres familles à obtenir la vérité et la justice. En quelques mois, son association avait traité une quinzaine de dossiers, permettant la réouverture de plusieurs enquêtes et l'arrestation de 2 autres empoisonneurs qui avaient cru pouvoir s'en tirer impunément. Aïcha était devenue une experte reconnue des crimes par empoisonnement, consultée par les avocats et les enquêteurs confrontés à des affaires complexes. Sa réputation avait même dépassé les frontières françaises. Elle avait été invitée à témoigner devant une commission européenne sur la sécurité des médicaments, et son histoire avait inspiré un documentaire sur les crimes médicaux qui avait été diffusé dans plusieurs pays. Aïcha était passée du statut de veuve éplorée à celui de militante pour la justice, reconnue pour son expertise et son engagement au service des victimes. Mais ce qui rendait Aïcha le plus fière, c'était de voir ses enfants grandir en portant fièrement le nom de leur père. Yasmine était devenue une brillante étudiante en médecine qui se destinait à la médecine légale, inspirée par l'enquête que sa mère avait menée. Omar avait choisi des études de droit pénal, déclarant qu'il voulait protéger les innocents, comme son père l'avait été. Tous deux avaient trouvé dans cette épreuve terrible la motivation pour construire leur vie autour de valeurs de justice et de vérité. 3 ans après le procès, Aïcha avait rencontré Samir, un avocat qui collaborait régulièrement avec son association. Leur relation s'était construite lentement, dans le respect du souvenir de Malik et avec l'accord de Yasmine et Omar. Samir comprenait la mission d'Aïcha et la soutenait dans son engagement. Il ne cherchait pas à remplacer Malik, mais à construire avec elle une nouvelle histoire basée sur leurs valeurs communes et leur désir de justice.
Le 5e anniversaire de la condamnation de Nadia avait été l'occasion pour Aïcha de faire un bilan de ce parcours extraordinaire. De veuve brisée par la perte incompréhensible de son mari, elle était devenue une femme forte et indépendante qui avait trouvé sa voie dans le service aux autres. Elle avait transformé sa douleur en espoir pour des centaines d'autres familles, prouvant que la détermination et la recherche de vérité pouvaient triompher même des crimes les plus sophistiqués. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la et abonnez-vous pour plus de témoignages. Vous êtes arrivé jusqu'à la fin? Merci. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir d'autres histoires de courage et de justice. Aujourd'hui, quand Aïcha repense à cette nuit où elle a entendu la voix de Malik pour la première fois, elle sourit avec sérénité. Qu'elle ait été réelle ou imaginaire, cette voix l'avait guidée vers la lumière après 5 années d'obscurité. Malik avait eu raison. La vérité était là. Il fallait juste avoir le courage de la chercher et la détermination de ne jamais abandonner. Et maintenant qu'elle l'avait trouvée, Aïcha pouvait enfin dire qu'ils étaient tous les deux en paix.